J'insiste en réponse à votre question sur le fait que le droit à caricaturer est un droit imprescriptible auquel il ne faut pas renoncer, mais comme tous les principes, il convient de les appliquer avec discernement et avec une connaissance du contexte. Parce que si l'on sait que l'application littéraliste de nos principes va rendre un grand service à notre ennemi, et il vaut mieux peut-être non pas renoncer à ce principe, mais le remettre à plus tard. Et personnellement, j'ai regretté beaucoup que nos dirigeants politiques placent le droit à caricaturer, et notamment à caricaturer des personnes sacrées pour d'autres religions que la religion catholique dominante en France, qu'il place le droit à caricaturer en premier comme le principe phare de nos idéaux républicains et laïques, alors qu'il y a des principes sur lesquels il aurait été bien plus intelligent d'insister, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme et la fin des discriminations envers les homosexuels et j'en passe. Donc là, nous avons appuyé sur un bouton rouge dont nous savions très bien qu'il était rouge et qu'il allait provoquer des réactions violentes. Je regrette ce manque de discernement et c'est un grand service que nous avons rendu à nos ennemis puisqu'ils ont assimilé nos principes républicains et laïques au blasphème. Ce qu'est l'islam aujourd'hui, aussi bien en contexte sunnite qu'en contexte chiite, et c'est une chose dont nous n'avons pas tout à fait conscience, est largement le fruit, le résultat d'un siècle de domination coloniale au nom de principes qui n'étaient, je le rappelle, ni catholiques ni laïques, mais au nom d'un principe qui était appelé une mission civilisatrice et que l'on peut entendre comme une mission de modernisation. La modernité étant l'étendard des puissances coloniales qui se sentaient chargées donc d'une mission civilisatrice envers des sociétés trop attachées à leur religion. Et même s'il n'y avait aucune cible privilégiée, notamment l'islam, il est vrai que peu à peu, c'est l'islam qui a été exclu des intégrations à cette nouvelle modernité. Et en réaction, donc les sociétés, les autorités religieuses musulmanes se sont orientées vers une forme de sécularisation qui était à l'opposé de la laïcisation. C'est-à-dire qu'en contexte sunnite, on a eu un raidissement de la théologie musulmane vers une vision littéraliste. Et le parcours de Rachid Rida est tout à fait exemplaire à ce titre, puisque c'est quelqu'un qui avait participé à la constitution syrienne de 1920 qui permettait une synthèse entre les principes libéraux et l'islam, et voyant la trahison des promesses des Occidentaux, et y compris de leurs propres principes en contexte colonial, il s'orientait vers un littéralisme qui a eu pour résultat une division en contexte sunnite entre l'islam dominant idéologiquement qui était de plus en plus marqué par une forme de salafisme et le culte des saints, la piété populaire
incarnés par les confréries soufis qui ont été la cible principale, et l'iconoclasme que nous connaissons aujourd'hui en contexte sunnite est largement le fruit depuis le 19e siècle de cette image inversée de la modernité européenne en contexte musulman. Les épisodes que je relate des retournements systématiques, notamment de la Troisième République en contexte colonial, c'est-à-dire que ce qui était bon pour la métropole, c'était l'inverse qui était appliqué en contexte colonial, n'est pas connu dans les détails par ceux qui se radicalisent aujourd'hui ou ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins de combat anti-européen ou anti-occidental. Mais il y a un ressenti. Il y a un ressenti qui a fait que les musulmans se sont sentis exclus au moment de la colonisation de ce dont les juifs et les catholiques étaient gratifiés, c'est-à-dire pour l'Algérie française notamment, la citoyenneté française, alors que les musulmans ont été les seuls à devoir supporter jusque dans les années 40 un statut qui n'était en rien un statut d'égalité, à savoir le statut du code de l'indigénat. Et il y a donc eu deux poids, deux mesures qui n'étaient pas, je le répète, une hostilité essentialiste de l'Europe vis-à-vis de l'islam, mais qui était simplement dû qu'il y avait un tropisme envers les minorités qui favorisait les juifs et les catholiques en contexte musulman majoritaire, et que les musulmans ont payé le fait d'être majoritaires, c'est-à-dire que leur accorder les mêmes droits qu'aux minorités aurait été renoncer à la domination coloniale qui était l'un des objectifs de la mission civilisatrice d'une modernité qu'il faut qualifier d'impérialiste à l'époque. Cela peut sembler étrange de dire qu'une religion est un vecteur de sécularisation, dans la mesure où la sécularisation met en avant la séparation des sphères spirituelles et des sphères temporelles mondaines. Mais c'est bien le cas dans la mesure où, comme je l'ai dit, l'islam s'est transformé en idéologie de combat anticoloniale et anti-européenne. La sécularisation s'est faite d'abord pour moitié-moitié entre des partis sécularisés, laïques de façon explicite ou non, comme par exemple les partis communistes ou les partis nationalistes arabes. Le parti bas, c'est d'une certaine façon les partis nationalistes arabes dans le reste du monde arabe. Mais cet avantage à des partis ouvertement sécularistes n'a été qu'une parenthèse, puisque de façon simultanée, on a vu que des partis politiques se réclamant de l'islam et œuvrant sur un terrain qui n'était plus celui de la religion, mais bien celui d'une politique et d'un contexte temporel, commençait donc à se développer à partir de la fin des années 1920, à savoir avec la naissance des frères musulmans. Depuis, il y a eu une floraison de partis qu'on appelle de façon fautive islamistes, parce que ce qui les caractérise n'est pas de faire de la politique au nom de l'islam, ce qui a toujours existé en islam, mais bien d'être des partis politiques avec des statuts à l'image des partis communistes et des partis nationalistes arabes. Et c'est dans ce sens que l'on peut dire
qu'ils ont capté une grande partie de la sécularisation de la société. D'ailleurs, on le voit très bien lorsqu'ils sont au pouvoir, notamment c'est le cas en Irak, que leur société n'a pas arrêté pour autant de se séculariser. Et c'est une chose qui est souvent masquée par le pouvoir politique ou l'influence politique des frères musulmans ou des salafistes dans les pays à majorité sunnite ou des partis islamistes dans des pays chiites, dans des pays comme l'Irak ou le Liban. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme historique et que les événements auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont pas une fatalité dans le cadre d'une destinée obligatoire à partir d'événements qui ont eu lieu au XIXe siècle jusqu'à nos jours. Mais je pense qu'il y a un phénomène qui est récurrent au XIXe et au début du XXe siècle, c'est le caractère dominateur de la modernité qui se fait à travers des principes moraux et politiques, mais aussi à travers une expansion économique et une avance sur le plan technologique qui permet donc au pays le plus moderne de dominer celui qui l'est moins. Et de ce fait, il y a une confiscation d'un accès autonome à la modernité par les plus modernes contre les moins modernes qui avancent sur la voie de la modernité en réaction, de façon réactive. Il y a beaucoup de débats sur la multiplicité des modernités chez les philosophes. Je ne répondrai pas à cette grande question, mais ce dont je suis pratiquement certain est qu'il y a des modernités réactives, c'est-à-dire que les modernités s'opposent les unes aux autres en réaction justement à cette propension dominatrice du plus moderne envers le moins moderne. Et c'est ce que l'on a vu notamment lors de la première constitution qui alliait l'islam et un processus démocratique, la constitution dont j'ai parlé de 1920 du Royaume arabe de Syrie, qui a été refusée par l'autorité mandataire française au point que les Français ont traduit de façon sciemment fautive la Constitution pour faire croire qu'il s'agissait d'une constitution théocratique, alors que c'était une constitution qui permettait d'avancer sans opposer l'islam et la démocratie. Et on a donc, à partir de cette confiscation, une image décalée qui fait que la sécularisation des sociétés se fait en réaction aux principes du plus moderne, qui sont en l'occurrence pour la France les principes républicains et laïques mis en avant par la Troisième République, ce qui ne l'a pas empêché d'être la République coloniale par excellence.